dernier mois de cette matinale 2019. Madame, monsieur, bonjour. C'est vendredi donc, et le vendredi rime toujours avec entrain, bonne humeur, enjoyissement, avec beaucoup de couleurs également. Bonjour quoi? On est là, c'est déjà l'essentiel. Et on a beaucoup de choses à vous partager, notamment en culture. On parlera de festivals. On a entendu parler de beaucoup de festivals. Le plus célèbre, hein, pour ne citer que celui-là, le Festival des musiques urbaines d'Anomambo, piloté de main de maître par les Gaou Magiciens, Magisystème. Mais c'est pas tout, on a encore d'autres festivals, le Diga Festival notamment, Abirege Festival, Festival des danses traditionnelles. Donc notre sujet va tourner autour des festivals. Donc festival de musique qui fait quoi et qui gagne quoi? Avec monsieur Inabo Delors, bien évidemment. Bonjour Marco. Bonjour vous Alix, avec votre enjaillement. Enjaillement. Merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. C'est la finale du mois de mai et puis le mois de juin à partir de demain qui s'ouvre à nous comme un magnifique bouquet de fleurs. Et donc, c'est la saison des vacances, la saison des festivals. Et donc, le thème choisi par votre serviteur et sa consoeur ce matin, bien sûr, tourne autour de l'organisation pratique des festivals. Qui fait quoi pendant un festival? Et puis, qui est accessible à un festival? Qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne au niveau des finances, au niveau de la crédibilité, au niveau aussi de l'aura par rapport au festival? Et puis, elle a cité des festivals locaux. Il y a aussi des festivals à l'étranger, à l'autre bout du monde. À partir du mois de juin, tous les artistes répertoriés dans tous les grands organes vont vraiment tourner pour les festivals. Aujourd'hui, c'est le 31 mai 2019. C'est l'anniversaire de son Excellence, Monsieur Laurent Gbagbo, ancien président de Côte d'Ivoire. Nous devrions avoir son image à l'antenne, mesdames et messieurs. Nous nous souhaitons un joyeux anniversaire, où qu'il soit en ce moment. Voilà l'image donc de Monsieur Laurent Gbagbo, président de la République, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Eh oui, après cet anniversaire illustre, on en a encore. Rolande Kamnyong, directrice fondatrice d'une chaîne sœur panafricaine, à savoir Vox Africa. Je crois que c'est au Cameroun. Ok. Et puis aussi, il y a le président du conseil d'administration de la SODEMI, M. Bomba Yakuba, qui célèbre un an de plus. Nous lui adressons vraiment toutes nos pensées, nos salutations ajustées en ce jour. Alors, des anniversaires également, on va en parler dans quelques instants. Mais il est 6 h et lorsqu'il est 6 h, on ne réfléchit pas. Tout s'arrête et on pense flash avec Mr. Friday, le bien nommé Abdoulaye Koné. C'est parti. Ce premier point de l'information sur RTI1, bien entendu au cœur de la matinale. Les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré jeudi la fête de l'Ascension, une fête qui commémore la montée de Jésus-Christ au ciel, selon la Bible. À la paroisse Ascension du Seigneur de l'aéroport dans le diocèse de Grand-Bassam. C'était l'occasion pour plusieurs fidèles de célébrer la fête patronale et de marquer un arrêt pour les festivités du 15e anniversaire de la dite paroisse. Religion toujours, la nuit du destin au Laylatul Qadr aura lieu ce vendredi en Côte d'Ivoire. La nuit du destin est considérée comme bénie par les fidèles de la religion musulmane et a lieu tous les 10 derniers jours du mois de Ramadan, toujours à la veille d'une date impaire. Laylatul Qadr est dans la religion musulmane un instant très important qui invite tous les croyants à un moment d'importante introspection. Une nuit bénie pour les musulmans et qui symbolise non seulement la révélation du Saint-Coran au prophète Mahomet, mais aussi son voyage nocturne jusqu'à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. Tout autre chose à présent, la direction des stratégies de la planification du ministère de l'Éducation nationale, de la formation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vient d'initier les assises de la Commission nationale de la carte scolaire 2019. Outre la présentation de la carte scolaire, les perspectives et les besoins prévisionnels pour la période 2020-2023 ont été présentés. C'est un reportage de Christelle Bédéja, commenté par Godefroy Okambawa. 107 nouveaux collèges et 4164 salles de classe pour le préscolaire et le primaire, des infrastructures que le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle prévoit construire d'ici à 2023. Il s'agira de résorber les problèmes d'accueil des apprenants dans le système éducatif.
Pour une visibilité des acquis, la Côte d'Ivoire s'est engagée depuis 2014 dans la mise en œuvre d'un système d'information et de géolocalisation des établissements scolaires. Aujourd'hui, nous avons un nouvel outil qu'on appelle Six Cartes Scolaires qui nous permet de faire le travail avec célérité. Et ce travail est fait avec célérité en ce sens-là que nous n'allons plus durer à faire les commissions de cartes scolaires au niveau national. Le système d'information géographique de la carte scolaire vise à évaluer et déterminer les zones d'action prioritaires pour la réorganisation du réseau scolaire. Une vision qui s'inscrit dans le plan d'action sociale du gouvernement. Ce programme social, en ce qui concerne notre secteur, induit une accélération de la scolarisation et une rationalisation accrue de l'implantation des infrastructures scolaires sur toute l'étendue du territoire. Cette rationalisation de l'offre d'éducation doit permettre aux régions et aux collectivités et aux localités les moins desservies par le réseau scolaire de bénéficier en priorité de projets de construction et de réhabilitation de salles de classe. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des assises de la Commission nationale de la carte scolaire 2019. Des ordinateurs et des exemplaires de la cartographie scolaire ont été remis aux 36 directions régionales en charge de l'éducation nationale. Lors de sa récente tournée en France, le ministre de la Ville a échangé avec la secrétaire générale du prochain sommet France-Afrique qui se tiendra dans un an. Le thème de la rencontre va porter sur les villes durables. Albert François Micha a exposé sur le rôle de la Côte d'Ivoire et des villes ivoiriennes dans la participation du continent africain. Envoyé spécial à Paris, Mamadou Kouassi. La ville de Bordeaux, située dans le sud de la France, va accueillir au mois de juin 2020 le prochain sommet Afrique-France. Une rencontre qui va réunir les chefs d'État et de gouvernement africains et le président de la France, Emmanuel Macron. Cette rencontre sera consacrée essentiellement à la ville durable. Mais avant ce rendez-vous international, le ministre de la Ville, François Albert Amicha, échange avec le secrétaire général de ce sommet. La Côte d'Ivoire, leader dans la sous-région, ne compte pas venir seule à ce grand rendez-vous. Elle compte coordonner les actions des différents pays qui ont des ministères en charge de la ville pour que l'Afrique de l'Ouest puisse parler d'une seule voix. Et pour pouvoir donner une place importante à tous les acteurs africains qui interviennent dans le phénomène urbain. Une place de choix sera donnée aux gestionnaires de cités que sont les maires, les présidents de région. Ce sont tous ces partenaires qui viendront apporter le savoir-faire africain à ce sommet parce que ce genre de sommet, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Le secrétaire général de ce prochain sommet a rassuré de son hôte l'accompagnement de la France dans ce rôle de porte-voix du continent africain. Pour démontrer que l'Afrique et la France sont capables de mener ensemble de grands projets qui peuvent rendre les villes africaines plus durables. Toutes ces solutions, les petites, les grandes, les moyennes, seront présentes et seront montrées, portées à la connaissance de tous, pourront ensemble, avec l'aide de Monsieur le ministre, rendre ce sommet attractif, pertinent pour tous les Ivoiriens, tous les Africains et tous les Français. Une rencontre préparatoire sera organisée à Abidjan en vue de recueillir les attentes des États africains. Plusieurs projets de développement sur la ville durable seront proposés au cours de ce sommet. Il s'agit des projets portant entre autres sur le réchauffement climatique et la mobilité urbaine. Renforcement de capacité des chefs des unités militaires de Côte d'Ivoire à Zambakro pendant 2 semaines. Ce sont plus de 20 modules qui seront dispensés aux commandants de corps de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine nationale. Ce séminaire devrait permettre à ces officiers d'avoir les outils nécessaires à l'atteinte de leurs objectifs. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information sur RTI 1. L'information revient dans une demi-heure. Exactement. Merci. Vous serez à la Lune du Destin ce soir? Oui, c'est ça. Ce soir, hein? Ok. On sera de tout cœur avec vous. Merci. Et puis tout à l'heure, on a pensé à ça. Donc on a un imam, normalement l'imam adjoint à la mosquée Air Afrique de Cocody, l'oustaz Traoré Moussa Sharif, qui viendra nous parler justement de la Nuit du Destin et impact spirituel. Très bien. Donc vous serez là, vous allez beaucoup prendre note. On va prendre beaucoup de notes. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Abdoulaye Koni. Alors, après le premier flash, nous allons vous distiller quelques informations concernant des personnes qui auront marqué cette semaine. Les hommes et les femmes de la semaine. On démarre par des événements qui ont marqué cette semaine, notamment à Cocody-Angré. On s'en rappelle, un immeuble en construction de 5 étages s'effondre à Angré, dans la commune de Cocody. Quoique cet immeuble, il faut vérifier, hein, je pense
pense que c'est le propriétaire qui a dû être sommé de détruire son immeuble car ne respectant pas des règles de construction, tout simplement. Et puis, cela devient de plus en plus légion. J'aime bien la vigilance de toutes les structures afférentes pour vérifier ces immeubles. C'est vrai qu'on dit que quand le bâtiment va, tout va, mais il faut que le bâtiment aille bien. Et puis, avec la sécurité. Sécurité, ce sera tout à l'heure notre thème avec notre spécialiste du vendredi. Pendant ce temps, Yopougon Mikao, un glissement de terrain au quartier Mikao. À Yopougon, on a fait 3 morts. Les pluies de la journée d'hier ont fait 3 morts. Je rappelle que les pluies continuent dans la commune de Yopougon. C'est à la périphérie d'Abidjan. Les autorités locales étaient sur les lieux pour prendre la mesure du drame et apporter un soutien. C'est de lieu de rappeler à toutes les personnes qui vivent dans des endroits difficiles d'accès, tout ça, des terrains vraiment compliqués de déguerpis, de respecter la décision de déguerpissement initiée par le gouvernement depuis plusieurs mois maintenant. On va dire des années même pour les zones à risque. On va chez vous maintenant. Agnès Litias, malheureusement pas une nouvelle réluisante. Des échauffements entre élèves font 5 blessés, dont un grave à Agoville. Des échauffourées survenues lundi aux environs de 9 h entre des groupes d'élèves ont fait 5 blessés, dont un grave. On espère que les choses se sont apaisées de ce côté-là. Et puis, il y a la grève des bouchers, mesdames et messieurs, qui a créé une pénurie de viande sur les marchés à Abidjan. Les bouchers de l'abattoir de Port-Boué ont suspendu leurs activités depuis près d'une semaine pour dénoncer une supposée hausse des taxes. Résultat, les marchés ne sont pas suffisamment approvisionnés en viande. Vous êtes assez concernés pour ceux qui vont faire le marché du mois de juin, généralement les derniers jours comme ça du mois précédent. Et puis, il y a la culture du champignon, Alix. La culture du champignon, un potentiel à promouvoir en Côte d'Ivoire, prisé par les Ivoiriens. Le champignon pousse naturellement dans les forêts, oui, en bas des arbres, notamment le palmier. Depuis plusieurs décennies, sa culture est pourtant maîtrisée et pratiquée. La variété la plus facile à cultiver est la pleurote, plus rentable que d'autres comme le vol vert, communément appelé champignon du palmier. Voilà, c'est un business rentable qui mérite une attention particulière. Ça peut être pourvoyeuse d'emploi. Et puis une information également qui aura marqué cette semaine, surtout la fin de semaine, c'est la divulgation officielle de la liste des joueurs ivoiriens la pré-liste, on peut le dire ainsi, qui sont susceptibles d'aller à la CAN. Voilà, avec 24 éléphants devront prendre part aux 2 matchs le 23 et 26 mars prochain. Toute la Côte d'Ivoire est un peu choquée, parfois positivement ou négativement, du fait de la non-sélection de Gervinho Yao Kwasi, footballeur, donc ancien champion d'Afrique et puis qui évolue du côté de Parme. Mais l'entraîneur Kamara Ibrahim soutient mordicus qu'il ne pouvait pas faire autrement parce qu'il ne voulait pas empiler tous les joueurs du même profil en attaque. On lui fait confiance, mais bon, on attend également les résultats. C'est bien de faire confiance, d'assumer son choix, mais il faut assumer aussi au cas où. 3 points de suspension. La suite nous le dira. Journée mondiale sans tabac, Alix, pour terminer avec toutes ces infos. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2020, attention, tenez-vous bien, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité, avec plus de 10 millions de victimes par an. Et quand on sait que 2020, c'est déjà demain, le tabagisme entraînera alors plus de décès à travers le monde que le VIH-Sida, la tuberculose, la mortalité maternelle, les accidents de voiture, les suicides et les homicides combinés. Voilà, on a parlé donc de toutes ces informations-là. Et puis ce qui revient de façon récurrente dedans, c'est la sécurité. Sécurité, le mot est lâché, parce que tous les vendredis, aux alentours de cette heure-là, nous recevons notre spécialiste de la sécurité avec qui on a toujours plaisir à échanger, Abou Diomandé. Comment faire le RCP? Attention, réanimation cardio-pulmonaire, suivi de position d'attention. Ça, c'est tout un art. On se retrouve juste après ceci. Bonjour Monsieur Diomandé. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Ça va bien? Oui, ça va bien chez vous. Alors, ça va. On parle aujourd'hui de RCP, réanimation cardio-pulmonaire. En quoi cela consiste? Auparavant, on parlait de massage cardiaque externe. D'accord. Maintenant, ça a été, avec l'évolution, les choses ont changé. On parle de la RCP. Il y a un nouveau lexique maintenant. Voilà, la réanimation cardio-pulmonaire. On peut aller direct. Nous, on veut la démonstration directe. Oui. On est fatigué de parler. C'est vendredi, on se met à l'aise. La pratique. Allez-y. Pour Je viens avec la vous. radio cardio-pulmonaire, D'accord. c'est simple. D'accord. Assure. Comment ça se passe? D'accord. On a un torse là. Allez-y, tenez votre micro. Ah, d'accord.
Bon, vous pouvez être... on ne le souhaite pas, vous pouvez être au service, vous pouvez... Non, non, c'est pas moi. Prenez un exemple sur quelqu'un d'autre. Non, Quelqu'un qu'on ne connaît pas. On parle comme ça, ça peut être dans un service, ça peut être quelque part ailleurs. La réanimation cardio-pulmonaire consiste à ramener une personne en vie. Ok. Et comment ça se passe? Vous mettez de face comme ça. Okay. Voilà, vous regardez là. Face caméra. Ok, allez-y. Quand il s'agit d'un arrêt cardiaque. D'accord. Et comment savoir qu'il y a un arrêt cardiaque? Quand vous prenez le pouls de votre victime. En prenant le pouls, vous prenez au niveau de la carotide. Là. Voilà, vous voyez où il a mis le doigt. Ça, c'est la carotide. C'est le gros nerf qui passe là, qui alimente tout ce qui est verso au niveau du cerveau. La carotide. Voilà, la carotide. D'accord. Maintenant, il s'aperçoit que ça ne bat pas. C'est que le cœur à l'arrêt. En ce moment, le cœur à l'arrêt et la respiration ne passe pas. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut faire un massage cardiaque externe. Ah, là, on ne fait pas de bouche à bouche. Hein? Si. Donc, il va dégrafer la victime. Dégrafer, c'est déshabiller. Déshabiller. Dégager son... Comme on l'avait déjà dit une fois, col, ceinture, cravate et autres. D'accord. Il a fini de déshabiller, il prend les mesures adéquates. Voilà. Et automatiquement, il attaque maintenant son massage. Vous entendez quoi par mesure adéquate? Ça veut dire quoi? Oui. Voilà la mesure pour éviter de faire la pression sur le sternum. Ok. Le sternum, ce n'est pas de l'os. Okay. C'est pas un os, c'est du cartilage. Ça peut se casser à tout moment. Tout à fait. Donc il faut l'éviter, il faut monter légèrement. Voilà pourquoi il prend la mesure. Prenez les mesures. Voilà. Voilà, on fait ça comme ça. Vous avez vu? Comme ça, ok. Voilà. Et maintenant, il va procéder au massage. On va avec vigueur, hein. Beaucoup de force. Avec toute la pression des épaules. Avec toute la pression des épaules. De l'épaule. Et il a 30 comme ça à faire et 2 insufflations bouche à bouche. Ah, il fait 30? 30 et 2 insufflations bouche à bouche. Et là, c'est quand il s'agit d'un adulte. Jusqu'à ce que le cœur reprenne. Jusqu'à ce que le cœur reprenne. Il peut être là en train de faire, le cœur va reprendre. Et comment il le saura? La victime va ouvrir les yeux. Tousser, ouvrir les yeux ou bouger la jambe. Oui. Là, automatiquement, il arrête et il fait la position latérale de sécurité. Ça, c'est concernant un adulte. Ça, c'est concernant un adulte. Maintenant, avec un nourrisson. Avec un nourrisson. On ne pourrait pas avoir un nourrisson noir, enfin, soit dit en passant. Ouais, avec un nourrisson, c'est avec les 2 doigts. Ok. Avec les 2 doigts. On prend les mesures avec les 2 doigts. Non. Pour le nourrisson, on fait d'abord l'insufflation. 5 insufflations et 15 compressions maintenant. D'accord. Voilà. Donc ce qu'on appelle le bouche à bouche. Du nourrisson, il prend la bouche et le nez. Ce n'est pas uniquement la bouche. Ah, d'accord. Ah, la bouche et le nez. D'accord. Concomitamment. Voilà, il prend les 2 et il pompe. Wow. Une fois il pompe aussi modérément compte tenu de l'âge de l'enfant. Ne pas lui péter les poumons. Et maintenant, il prend les 2 doigts. Voilà. Vous n'allez pas faire la même compression que vous avez fait sur l'adulte. Ah, c'est un nourrisson. Donc, avec 2 doigts, ça suffit. Et après, pour savoir que le nourrisson a repris, il attrape la main. C'est la main ici qu'on attrape. Là, on ne prend pas le pouls carotidien. Il ne va pas pleurer pour qu'on sente. Il va pleurer. Quand on attrape la main, on a facilement le rythme cardiaque. Ah, d'accord. Okay. Là, vous sentez mon rythme. Non, pour vous, c'est ici. Ok, d'accord. La carotide. Voilà pour chose. Et maintenant, pour la PLS... Position latérale de sécurité. Position latérale du nourrisson. Mettez-le comme ça. Peut-être un signe de destin. Cette main ici. Attrapez la cuisse. Comme ça. Non, comme ça. Comme ça. Attrapez bien. Ah, comme ça. Voilà la cuisse. D'accord. Voilà. Et voilà la position latérale du nourrisson. Ok. Ok. Voilà. Peut-être une bonne nouvelle bientôt dans ma famille. Merci beaucoup. Et donc là, c'est bon comme ça. Il va procéder à la position latérale de sécurité, la victime, après le massage cardiaque dont la victime a repris. C'est-à-dire que c'est fini, le cœur reprend. Le cœur reprend. Donc, la personne est consciente? Non, la personne n'est pas consciente, mais il y a la reprise du cœur et il y a la reprise de la respiration. Allez-y. Donc, il va mettre cette victime en PLS.
D'accord. Là, nous supposons que la victime, le cœur a repris, il y a un processus de reprise. Voilà. Et maintenant, il fait la position latérale de sécurité. Et là, il faut suivre vraiment les gestes. Parce que tout va au millimètre près et selon les os. Ok. Voilà. Position latérale de sécurité. Voilà. La main gauche, derrière. Ok. Comme ça. Et on fait attention parce qu'on suppose que c'est pendant un accident, il y a un moment, il y a quelque chose qui est cassé. Il faut faire avec très attention. Très surtout, attention. on ne sait pas si il y a des différentes s'il y a une fracture, tout ça. Il dégage la main, il abaisse la tête, tout en inclinant la tête en arrière pour éviter que la langue ne rechute en arrière et que la victime ait tendance à vomir et qu'il n'arrive pas à respirer normalement. Ça, c'est pour libérer les voies aériennes. Mais ce qui est important dans la PLS, et là, il reste à suivre de près la respiration maintenant, jusqu'à ce que les secours médicalisés arrivent. D'accord. Wow. Maintenant. Et ça, c'est dans un environnement hostile. Hein? Oui, ça, c'est dans un environnement hostile. Maintenant, la position latérale de sécurité, c'est qu'il faut retenir les hommes obèses. En surpoids. Et les femmes, on les met toujours sur le côté gauche. Sur le côté. Et une femme enceinte. Vous ne pouvez pas savoir si elle est enceinte ou pas. Non, si le ventre, si c'est apparent. Même si ce n'est pas apparent, une femme sur le côté gauche. Ne cherchez même pas à savoir. Vous ne savez pas si elle est en début. Si vous attendez seulement que le ventre sorte, voilà. Toutes les femmes côté gauche et les hommes obèses côté gauche. Les hommes en surpoids. En surpoids. On va habiller un peu. Voilà un peu la RCP. Waouh. Chapeau. Chapeau. Prenez votre place. C'est tout un art. Hein? C'est vrai qu'il faut aider, mais on n'aide pas n'importe comment aussi. Il faut avoir la maîtrise et la pratique. Parce que tout ce qu'on a fait, comme Alix dit là, c'est bien beau de faire les gestes là, mais il faut être très serein d'abord. Ah non, il faut être très serein, il ne faut pas paniquer, il faut suivre ça. Et non seulement le plus difficile dedans, c'est de suivre la respiration et le rythme cardiaque. Parce qu'une fois que vous mettez la victime en PLS, en position latérale de sécurité, il faut rester à côté et de temps en temps, à chaque minute, il faut regarder les yeux, il faut suivre la respiration, il faut suivre le rythme cardiaque. Et le rythme cardiaque, je vous ai dit ça une fois, et quand vous prenez au niveau de l'artère, la carotide, vous avez un nombre de battements que vous comptez avec votre montre trotteuse pendant 30 secondes. Une fois que vous comptez ça pendant 30 secondes, vous multipliez par 2, vous avez tout de suite le rythme cardiaque. Parce que quand les secours médicalisés vont arriver, le médecin va vous poser la question. Le rythme, voilà un peu comment ça se passe, la RCP. Dans ce petit laps de temps-là, on doit calculer tout ça. On peut s'attacher l'aide de quelqu'un d'autre aussi. Oui, on peut s'attacher l'aide de quelqu'un d'autre. Ok. Voilà. Maintenant, on a parlé des positions d'attente. Vous allez voir tout de suite quelqu'un qui a une atteinte au niveau de l'abdomen. Quelle est la position qu'il faut donner? Parce que vous avez vu la PLS. Oui. Mais regardez maintenant la position qu'on donne à quelqu'un qui a une atteinte de l'abdomen. Atteinte de l'abdomen, monsieur Diomandé, ça veut dire quoi exactement? Comment savoir? Ça veut dire qu'il est touché au niveau du ventre. Il peut être ventré par un bandit, l'intestin est sorti. Ou bien des débris de véhicules. Voilà, lors d'un accident. Des véhicules, il a une atteinte au niveau de l'abdomen. Si jamais ça s'est passé avec une arme blanche, vous, secouristes, ne tentez jamais de retirer. Il faut faire... De retirer l'arme. Voilà. Il faut faire une compression pour arrêter le sang. Et comment ça se passe? On vous suit. Maintenant, il va surlever les deux jambes. Lui, il se met à genoux. Il prend les deux jambes. Il soulève les deux jambes et il met... Il trouve un support pour surélever. Si on est en forêt... Les jambes surlevées. Monsieur Abou, on est en forêt, il n'y a pas de chaise, on fait comment? Très bien. Un caillou? On enlève la chaise. Il met son genou à la place de la chaise.
Très bien. Voilà comment ça se passe. Okay. Et si cette jambe est fatiguée, il change de jambe jusqu'à ce que les secours arrivent. Ça, c'est une atteinte au niveau de l'abdomen. Maintenant, on va profiter de là pour faire au niveau du thorax. Levez-vous. Là, on donne une position demi-assise. La victime s'assoit. Si elle est consciente, hein? Oui, et les jambes tirées en avant. Au cas où elle n'est pas consciente, on fait tout ça comment, monsieur Demandé? Quand elle n'est pas consciente, c'est la PLS. D'accord. Ok. Et voilà, vous donnez cette position. Maintenant, cette position, il y a une crise des nerfs qu'on appelle l'apoplexie, qui est considérée comme le grand frère de l'épilepsie. Et quand la victime fait sa crise... Apoplexie cérébrale? Ou bien? Oui, ça veut dire que des nerfs, les rachides et autres, comprimés, tout vient de choses. L'apoplexie cérébrale, ça va descendre jusqu'au niveau des poumons. Et quand la victime va faire sortir son crachat, vous allez voir qu'il y a des bulles de sang dans le crachat. Donc c'est cette position de demi-assise aussi qu'il faut donner. Si vous avez remarqué dans les ambulances, il y a le brancard, il y a une chaise. Les gens ont tendance à croire que la chaise est réservée aux infirmiers ou aux médecins. Non. C'est pour ceux qui ont une atteinte au niveau du thorax qu'on met là. D'accord. Voilà. Wow, merci. Son chapeau. Deux cas de figure. Vous faites partie des gens dont on doit avoir le numéro en permanence dans le téléphone. Donc pour des formations, se former, pour des formations, former des entreprises, tout ça. Oui. Surtout dans des agents qui viennent comme ça le matin où l'infirmerie n'est pas ouverte. Ça, il faut avoir, tout le monde doit faire ces notions-là pour pouvoir... Tout le monde doit avoir ces je notions. demanderai aussi, ici, la RTI, c'est une grande maison. Je ne sais pas si vous avez déjà des défibrillateurs à certains endroits. On va continuer notre émission tranquillement en disant merci. On va essayer de vérifier aussi. On va essayer de... C'est question, on a les extincteurs. Oui, mais déjà, l'infirmerie ouverte pour nous, déjà, qui venons tôt, ce serait déjà bien. Déjà ça. Aussi, ce serait bien. Vraiment, ça nous aiderait. Okay. Merci beaucoup à vous. Merci. Et puis, des fois, vous pouvez venir de façon bénévole pour nous donner des formations aussi. Le directeur de ressources humaines, il est très cool, il va accepter. Hein. On va arranger ça. Parce que j'aime bien votre côté pratique, tout ça, c'est bien. Merci beaucoup, monsieur Abou Djimondé. C'est bien, c'est intéressant. Oui, bien sûr, très intéressant et surtout utile pour sauver des vies. Alors, après ce cours pratique de secourisme, on aura maintenant la météo. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, la forte activité de la zone intertropicale maintiendra les régions du littoral sous un temps nuageux avec des moments de pluie sur les villes côtières. Des passages nuageux avec des pluies pourraient toucher le nord-est, l'est ainsi que les régions du nord-ouest. Le reste du pays sera sous un ciel partiellement nuageux. On y va pour les températures de la matinée. 26 degrés de température maximale à Abidjan, 26 à Adiaké, 24 degrés dans la ville de Bandoukou, 25 à Boaké ainsi que dans la ville de Daloa. La ville de Dimbokro affichera 26 degrés. On notera à Gagnoa 25 degrés, 24 à Korogo, 25 degrés dans la ville de Mans, 24 à Odiéné, 25 degrés pour 3 villes, San Pedro, Sassandra et Tabou, et enfin 24 degrés dans le district de Yamoussoukro. Dans l'après-midi, les régions du sud demeureront instables sous un temps nuageux avec des averses de pluie localisées. Après un temps ensoleillé, les orages isolés se signaleront dans les parties nord et ouest du pays. Le reste du pays sera sous un ciel partiellement nuageux. On y va pour les températures de l'après-midi, 31 degrés à Abidjan ainsi que dans la ville d'Adiaké, 34 degrés à Bandoukou, 32 degrés à Boaké ainsi que dans la ville de Daloa, 35 degrés de température maximale à Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, 33 à Korogo, 32 degrés dans la ville de Mans, 34 degrés à Odiéné, 30 degrés à San Pedro ainsi que dans la ville de Sassandra, 29 degrés à Tabou et enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième tranche d'information qui nous conduit au Congo-Brazzaville où Pierre Ngolo, le secrétaire général du Parti congolais du travail proche du pouvoir, s'est exprimé devant la presse. Il a estimé que Brazzaville avait le droit de signer des accords avec n'importe quel partenaire dans le monde. Il réagissait aux commentaires qui ont fusé de partout à la suite de la visite du président Denis Sassou Nguesso en Russie. Une visite marquée par la signature de plusieurs accords militaires et économiques. En République démocratique du Congo voisine, le corps de l'ancien Premier ministre et fondateur de l'IDPS est arrivé à Kinshasa. Il sera exposé ce vendredi et demain samedi au stade des Martyrs pour ses obsèques. Les organisateurs et la famille parlent de festivités pour célébrer le héros Étienne Tshisekedi, qu'on appelle le père de la démocratie en RDC. Importante figure de l'histoire politique de la République démocratique du Congo, Étienne Tshisekedi fut opposant et Premier ministre. Il est décédé à l'âge de 84 ans le 1er février 2017 à Bruxelles où il se faisait soigner. Tout près de chez nous, en Guinée, le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana s'est officiellement prononcé en faveur de l'adoption d'une nouvelle constitution. Il a également affirmé que tous les membres du gouvernement partagent son avis. C'est la première prise de position officielle d'un haut responsable sur cette question. Le Premier ministre s'est également exprimé sur la démission de Maître Cheikh Sako, garde des Sceaux, une démission rendue publique 48 heures plus tôt et justifiée par son opposition à tout changement constitutionnel. En Afrique du Sud, les Sud-Africains se réjouissent de la parité entre les hommes et les femmes dans le nouveau gouvernement formé par Cyril Ramaphosa. Beaucoup d'entre eux espèrent que la présence de femmes va contribuer à réduire la pauvreté, en particulier chez les femmes rurales. Cyril Ramaphosa a réduit le nombre de ministres de 36 dans le précédent gouvernement. Ils sont à présent 28 dans le nouvel exécutif. En Somalie, un ancien représentant spécial américain pour la Somalie a été nommé jeudi en tant qu'émissaire de l'ONU pour ce pays. Il remplace son prédécesseur expulsé par le gouvernement somalien depuis janvier. James Swan, un diplomate expérimenté avec une carrière internationale, devrait prendre ses fonctions aussi vite que possible, a déclaré le porte-parole de l'ONU, Farhan Haq. James Swan, qui a également été ambassadeur américain en République démocratique du Congo. Et puis nous terminons avec cette dernière information. La marine maltaise a annoncé jeudi avoir porté secours à 75 migrants en Méditerranée, tandis que 103 autres ont débarqué dans la nuit sur l'île italienne de Lampedusa et qu'un canot était encore en détresse. Des centaines de personnes continuent de tenter la traversée de la Méditerranée chaque semaine, même si beaucoup sont interceptés par les gardes-côtes libyens, vers lesquels Rome et la Valette renvoient la plupart des aides à l'aide. Voilà, c'est tout pour ce deuxième point de l'information au cœur de la matinale. Marcelin et Alix, à vous la main. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure, mon très cher. Merci. J'ai failli dire Régis, mon très cher Abdoulaye Koné. Alors, vous avez certainement une question à l'imam. Hein. On va parler avec lui de la nuit du destin et pacte spirituel. On voudrait que ce soit vous qui posiez la première question. Alors, imam, salam alaikum. Bonjour. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Alors, pouvez-vous revenir pour nous sur la symbolique de Laylatul Qadr? Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. La nuit de la destinée, comme on le dit, il s'agit d'une seule nuit au cours duquel une prière, sinon une adoration dans cette nuit est meilleure que 1000 mois d'adoration et ça se trouve dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. La dernière décade. La dernière décade surtout. C'est une décade qui est très importante dans le mois saint du jeûne. Effectivement, le mois de Ramadan, naturellement, est composé de 3 décades. Et nous avons la dernière décade. La dernière décade, nous avons à partir du 20 jusqu'au 29e nuit du mois de Ramadan. D'accord. Il faut dire que le mois de Ramadan, qui dure 30 jours bien évidemment, est subdivisé en 3 décades. Donc la dernière décade, c'est ce que nous vivons actuellement. Alors, quelles sont les prédispositions de cette dernière décade-là?
pendant ces derniers jours-là? Qu'est-ce qu'on fait? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il faut dire que dans cette dernière décade, les musulmans, de manière générale, prient régulièrement à la mosquée, notamment les nuits. Les nuits, on veille, et les journées, on jeûne, et les nuits, on veille dans les mosquées. Vous voyez que dans les différentes mosquées, on lit le Coran, ainsi de suite. Alors, Oustaz, là, ce soir, c'est la nuit du destin, hein, c'est ça? Évidemment. C'est ça, c'est officiel, hein, c'est confirmé. Comment on se prépare à partir du lever de la journée jusqu'à l'heure où on va à la nuit du destin? Comment le musulman devrait se préparer pour vivre pleinement cette nuit-là? Alhamdulillah, comme nous l'avons dit, la nuit de la destinée est une nuit auquel le musulman doit fournir beaucoup d'efforts en termes d'adoration. C'est pour cela qu'il faut se préparer spirituellement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man qama laylatal ramadan, man qama laylatal qadr, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Quiconque veille et œuvre dans le bon sens dans la nuit du destin, avec foi, en cherchant la récompense divine, Allah l'épargne de ses péchés antérieurs. Dieu effacera ses péchés antérieurs. C'est pour cela qu'il faut se préparer afin d'avoir les mérites nécessaires de cette nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Alors, Imam, durant cette nuit-là, c'est une manière d'expier ses péchés pour soi-même ou pour les autres aussi, ou comment ça se passe? Alhamdulillah, d'abord il faut chercher l'expiation de ses propres péchés et aussi prier Dieu pour que Dieu, n'est-ce pas, pardonne toute la communauté, pardonne sa famille et faire des bénédictions aussi à ses proches, ses compagnons, et puis faire des bénédictions également à toute sa famille et le monde entier. Okay, au-delà de la nuit de la destinée et dans la dernière décade, il y a un fait qui est très important aussi, c'est de donner, de partager, d'où l'importance de la Zakat al-Fitr. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Effectivement, la Zakat al-Fitr, il s'agit d'une aumône qu'on donne aux nécessiteux. Juste après la nuit du destin, c'est-à-dire à partir de demain, on peut déjà commencer à s'acquitter de la Zakat al-Fitr. La Zakat al-Fitr, c'est une aumône, comme le nom l'indique, qu'on donne à la veille du mois de Ramadan, 2 ou 3 jours avant, avant la fête du Ramadan, pour permettre aux nécessiteux de fêter et de ne pas œuvrer dans la mendicité. D'accord. Et concrètement, pratiquement, ici, hein, sous nos cieux, l'aumône là est constituée de quoi? C'est de l'argent, c'est des vivres? Comment ça se passe? Alhamdulillah, il faut dire que cette zakat al-fitr doit être acquittée en nature ou en espèces. Si nous avons la possibilité de l'acquitter en nature, que ce soit la nourriture que nous consommons quotidiennement, c'est-à-dire le riz, si nous avons l'habitude de consommer le riz Onksam, alors c'est ce riz Onksam qu'il faut donner aux nécessiteux. Si nous avons l'habitude de consommer le riz, comme on le dit, excusez-moi, le riz à 300 kilos, à 300 le kilo, c'est ce riz que nous devons donner aux nécessiteux. Ce qu'on fait pour nous, on fait pour les autres. Ce qu'on fait pour nous, on fait pour les autres. Car on nous dit « Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun » Vous ne pouvez avoir les mérites, sauf vous donner ce que vous préférez pour vous-même. Oustaz, c'est aussi le moment pour certains de vos homologues, de vos collègues, de camper un peu ce qui se passe dans notre pays. La nuit du destin, c'est un moment aussi où vous exprimez un peu sur ce qui se passe autour de nous. Avec ce qui se passe, avec notre actualité, avec les remous sociaux, tout ça, on a plus que jamais besoin de la spiritualité. Et ce sera évoqué aussi, hein, ce genre de choses-là pendant la nuit du destin. Évidemment, généralement, le COSIM, en collaboration avec le CODIS, organise une nuit de destin, généralement à la grande mosquée de la Riviera Golfe, auquel les autorités sont invitées. Et c'est l'occasion pour la communauté musulmane de faire véhiculer un message, un message pour permettre, n'est-ce pas, aux autorités de comprendre, n'est-ce pas, la situation auquel vivent les musulmans et les non-musulmans, et non seulement donner des messages aux autorités, mais aussi parler de la religion musulmane et permettre aux fidèles musulmans de comprendre ce que c'est que la religion musulmane et les aumônes que nous faisons durant ce mois de Ramadan. Alors, on a pu constater hein, pour les fêtes antérieures et la nuit du destin, notamment de l'année passée, que les femmes ont un rôle très important à jouer. Parce que c'est une sorte de petite fête avant la fête, puisqu'il y a du partage, les célébrations. Quel est le rôle de la femme au cœur de ce dispositif?
Inch'Allah, le rôle de la femme est immense dans tous les dispositifs. Il faut dire que dans la nuit du destin, les femmes préparent, elles participent à la mosquée, elles aident les imams et leurs parents et aussi leurs maris à fêter et à œuvrer dans le bon sens de la marche de l'islam. Alors, pour faire un petit récapitulatif, vous êtes imam adjoint de la mosquée de Air Afrique à Cocody. Vous avez déjà votre dispositif pour ce soir. Votre prêche va s'articuler autour de quoi? Comment ça va se passer concrètement chez vous? Effectivement, nous avons un thème standard que le COSIM propose. Cette année, c'est quoi le thème? Voilà, le thème du COSIM, c'est comment préparer le mois de Ramadan et les acquis en termes de spiritualité sur la population. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé pendant les deux premières décades? Comment vous avez vécu? Comment votre communauté l'a vécu? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu des soucis? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce que vous avez pu jeûner vraiment de façon adéquate? Alhamdulillah, il faut dire que la première décade, nous avions pu jeûner comme il se doit, nous avons prié. Et dans la deuxième décade, c'était pareil. Nous avions prié, nous avions jeûné et nous espérons que ce soit la même pour la dernière décade. D'accord. Et aujourd'hui, c'est la célébration. Généralement, on commence à partir de quelle heure? Quel est le programme d'une journée où on sait que la nuit, on va célébrer la destinée? Alhamdulillah, déjà, c'est les préparatifs sur le plan social. Dans les foyers, la grande famille se réunit et on prépare et tout le monde mange. Après cela, c'est la direction bien se vêtir et aller dans les mosquées proches de chez nous et faire des prières en commun, écouter les sermons des imams, et prier, faire des invocations, etc. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien honoré, sinon accordé beaucoup d'importance dans ce mois béni, notamment Laylatul Qadr, que recherche tout musulman, qui est meilleur que 1000 mois d'adoration. Vous savez, en toute chose, il y a une histoire. Et Laylatul Qadr a une histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la durée moyenne de vie de ma communauté se situe entre 60 et 70 ans. Donc, il y a eu des gens, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait, les gens d'Israël, qui disaient que lui, il s'est vêtu dans un habit de combat et il a combattu dans le sentier de Dieu pendant 1000 ans. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cela à ses compagnons, ils ont voulu, n'est-ce pas, avoir une adoration semblable à cela. Mais comme la durée moyenne de vie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est située entre 60 et 70 ans, alors Dieu va faire descendre le Saint-Coran en disant « Inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr khayrun min alfi shahr » Nous l'avions fait descendre, certes, dans le mois de Ramadan, dans le jour, la nuit du Laylatul Qadr, à savoir le Coran. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la destinée? Alors on te dira, Allah subhanahu wa ta'ala va juste donner la signification de Laylatul Qadr en disant Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois d'adoration. Soit, si on vivait 84 ans en adoration bien sûr, et aussi en termes de générosité sur tous les plans, c'est comme si nous avons vécu. Alors, Alix a parlé tout à l'heure de l'importance prépondérante des femmes, on a parlé des hommes, mais quid de nos enfants? C'est eux aussi l'avenir de la foi en l'islam. Qu'est-ce qu'on leur inculque déjà à travers cette nuit des destins? Et puis comment on les prépare aussi à cette fameuse nuit de la destinée? Oui, effectivement, selon les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous dit d'enseigner nos enfants à prier dès l'âge de 7 ans. C'est pour cela, vous verrez que dans les communautés, les parents vont à la mosquée et avec leurs enfants. Alors, on habille les enfants et on les sensibilise, on va à la mosquée, on prie ensemble. On les sensibilise comment? Comment justement? Oui. Parce que quand on les voit, ils ont l'air plus joyeux que concentrés. Effectivement, c'est un travail que nous menons depuis les familles. Nous les faisons comprendre que c'est la nuit du destin et vous devez aller participer
aux conférences, prier pour votre bonheur, car on parle de la nuit du destin. Quand on parle de la nuit du destin, il s'agit des décisions qui seront décrétées tout au cours de l'année. Donc, si nous arrivons à inculquer aux enfants aller à la mosquée, prier pour le bonheur de toute l'année. D'accord, c'est clair. C'est sûr que ça aide aussi ceux qui sont en classe d'examen de confier tout ceci à Dieu. Effectivement, effectivement. Et cela, on confie à Dieu depuis le début du mois de Ramadan. Et c'est ce qu'on enseignait aux gens, de confier son examen, son avenir, son parcours scolaire à Dieu, notamment en faisant des prières. Okay. Donc pour la nuit du destin également, nous leur disons de prier pour la réussite de leur examen. Ostaz, quelqu'un qui n'a pas fait le jeûne, les 2 premières décades, qui n'a pas été assidu, qui n'a pas respecté le jeûne, est-ce qu'il peut se présenter à la nuit du destin? Effectivement, il peut se présenter, car le jeûne, qui fait partie du 3e pilier de l'islam, il y a des critères. Pour des personnes invalides ou avancées en âge qui ne peuvent pas jeûner, doivent donner en compensation moyennant quelque chose. Ces personnes-là peuvent participer à la nuit du destin. Ou des malades ou des voyageurs, alors ils se retrouvent en ville ou dans son pays, alors il peut participer à la nuit du destin sans pour autant jeûner les... Et quelqu'un qui est valide, qui n'est pas frappé par ses incapacités, qui est valide, mais qui n'a pas jeûné par négligence, tout ça, et puis qui veut se rattraper à la nuit du destin, c'est possible aussi pour lui? Alors oui, c'est possible de participer, mais déjà, nous lui disons que déjà, il a commis des péchés, parce qu'en tant que musulman majeur, tu es obligé de jeûner. Valide, tu es obligé de jeûner. Ce n'est pas une négociation, ce n'est pas parce que tu as envie, mais tu es obligé de jeûner. Alors, si la personne n'a pas jeûné par négligence, elle a commis des péchés, mais nous dirons d'aller réparer ses péchés à la nuit du destin, demander pardon à Dieu, en demandant pardon à Dieu et de faire un remis-ménage dans sa vie et pour mieux adorer Allah. Dans la repentance, il peut obtenir toutes les grâces de la nuit. La repentance, il peut obtenir les grâces d'Allah. Alors, Oustaz, demain, je vais faire une digression. Les sportifs, les joueurs musulmans sportifs, demain, il y a la Champions League, la finale de la Champions League. Est-ce qu'un musulman qui veut jeûner, les joueurs musulmans qui sont dans les équipes, qui vont jouer un grand match demain, est-ce que vous pourriez autoriser un de vos fidèles qui joue dans une équipe à jeûner avant la finale? Est-ce que c'est... Ou bien venir à la nuit du destin à jeûner? Comment ça se passe? Dans ces cas spécifiques-là. À jeûner et jouer? Oui. Oui, vous savez, généralement, le jeûne est obligatoire pour le musulman. Et lorsque le musulman joueur, qui sait qu'il doit aller au terrain jouer, courir 90 minutes, alors lui, il sait bien qu'il doit jeûner et le jeûne aussi est obligatoire pour lui. Pour ce joueur, il doit s'aménager, jeûner et aller jouer, si possible. Jeûner et aller jouer. Si possible. Si possible. Vous-même vous dites si possible, ça veut dire que... Si ce n'est pas possible, quelle est l'alternative? Parce que le jeûne est obligatoire. Est-ce que Ostaz, ma question, je vais la faire plus directe. Oui. Est-ce qu'il y a jeûne et jeûne? Est-ce qu'il y a une certaine flexibilité au niveau des spécificités d'un métier, d'une région? Alors, lorsqu'il s'agit du jeûne obligatoire, qui est considéré comme un pilier des piliers de l'islam, nous sommes obligés de jeûner. Nous sommes obligés de jeûner, sauf lorsque nous sommes contraints par des maladies incurables, etc., ou en cours de voyage. Alors, nous pouvons nous retrouver dans un pays auquel il y a la chaleur. Quand on jeûne, ça peut atteindre à notre vie. Là-bas, il y a tout un comité de sages. Alors, ces personnes-là peuvent demander aux fidèles d'arrêter de jeûner afin de ne pas perdre sa vie, car préserver sa vie est primordial par rapport au jeûne. D'accord. Donc, dans le cas d'espèce d'un joueur de foot qui va courir 90, voire 95, voire 120 minutes dans une compétition, il peut ne pas jeûner. Non, c'est un peu différent. Parce que lui, il est dans le cadre de son travail. Oui. Et le jeûne aussi est obligatoire pour lui. Pour le travailleur. S'il a la possibilité, un espace de se faire remplacer, Masha'Allah, cela dépendra de lui. Alors, s'il peut jouer et demander, s'entretenir avec son sélectionneur, voir comment il peut jouer. La moitié, par exemple, du match. La moitié, par exemple, et libérer sa place, mais de préférence, il est obligé de jeûner. D'accord. C'est contraignant. Quand on se porte bien, il faut le faire. Voilà.
Alors, on va faire une petite digression parce qu'après cette nuit-là, la fête va intervenir généralement dans combien de temps? Généralement, après cette nuit, nous avons 2 ou 3 nuits avant la fête. Avant la célébration. Voilà. Donc la fête, c'est quand? C'est-à-dire, si le mois de Ramadan est 29 jours, on a 2 jours. Sous réserve de la lune. Sous le réserve de la nuit, oui. De la lune. Pardon. D'accord. Donc ça devrait être, Alix, c'est quand dans la semaine? La semaine prochaine. Le mardi au plus tard. Là, on ne peut pas dire mardi ou on ne peut pas spécifier un jour pour dire que la lune apparaît quand elle veut. Non, parce que trouver le jour, parce que vous devez revenir plus ici. 3 nuits. Vous devez revenir ici avec nous pour la fête. Donc c'est pour ça qu'on veut réserver en même temps notre passage parce que c'est très occupé. Mais d'ici là, on pourra échanger avec le téléphone. Oui. Si vraiment la fête aura lieu mardi ou mercredi ou peut-être lundi, tout dépend de Dieu. Dieu. La lune appartient à Dieu et il la fait sortir quand il veut. Okay, absolument. Alors, la nuit de la destinée, c'est un peu la répétition générale avant la fête de Ramadan. Et c'est ça, hein, du Ramadan. Alors, qu'est-ce qu'on peut, on peut dire déjà hein, par rapport à cette année, les préparatifs, le jour J, tout ça? Comment ça va se passer? Bon, c'est pratiquement une routine, hein, les préparatifs du mois de Ramadan. Pardon, de la fête de Ramadan, c'est de se faire coudre un joli habit, sinon un joli boubou. Les plus beaux habits. Les beaux habits. Pourquoi le boubou? Pourquoi le boubou, Alice? On se pose pas pourquoi le boubou? Ben oui, pourquoi on ne se met pas en tenue complet pagne ou une autre tenue? Selon notre région. Oui, tout est possible. On s'habille comme on veut. Seulement si on se met en boubou, c'est d'imiter en quelque sorte la culture arabe. Sinon, on peut se mettre en veste pour aller à la mosquée ou vous fêter. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Et justement, durant la célébration de la fête de Ramadan, on a tendance à dire que c'est une fête assez sobre, comparativement à la fête de Tabaski où c'est vraiment festif. Effectivement, bon, pas forcément assez sobre, mais vous verrez que le mois de Ramadan, les gens ont pratiquement jeûné 29 ou 30 jours. Durant tout ce temps, ont été dans une école de spiritualité, auquel ils ont assaini l'âme, ils ont communié avec Dieu le Tout-Puissant. Donc vous voyez qu'il y a une quiétude en eux. Donc cela fait que beaucoup n'arrivent pas à se jubiler, comme on le dit. Voilà, une forte spiritualité en eux. Donc vous voyez que tout le monde est patient, tout le monde a la quiétude, il y a une tranquillité dans le foyer, dans l'âme, dans l'esprit. Il faut dire la vérité aussi, il y a la fatigue aussi du fait de tout ce qu'on a accumulé comme privation. Oui, là il faut le dire aussi parce que mine de rien quand on jeûne, voilà, on a une petite souffrance au niveau de l'organisme. Pourquoi on fait 29 jours en Côte d'Ivoire généralement? Non, en Côte d'Ivoire, on fait 29 et 30 jours. C'est 30 jours normalement. Pourquoi des fois on arrive à 29? Vous voyez, dans le calcul lunaire, le mois est de 29 ou 30 jours. Donc si l'année auquel nous allons jeûner, si le mois est 29 jours, alors on va prier le 30e jour. D'accord. Tout est bien millimétré, c'est minutieux, c'est calculé. Alors, on voit aussi des fois qu'au niveau de certains pays, la fête est célébrée avant d'autres pays. Comment ça se passe? Au niveau dans la même année? Dans la même année, bien sûr, parce que si ces pays estiment qu'ils ont vu la Lune, alors ils vont fêter. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine uniformité aussi qui est toujours recherchée. Parce qu'il y en a qui font 29, il y en a qui font 30, tout ça. Mais l'idée, l'esprit, c'est le partage, la convivialité. Alors, Oustaz, un mot pour terminer. Vous allez vous adresser à tous ceux qui nous regardent là pour donner un peu la portée de la nuit du destin qui nous conduit à la grande fête du Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi wa kafa. Nous souhaitons une bonne nuit de destin à toutes et à tous. Et nous demandons également à tous les musulmans de bien vouloir partir dans les mosquées pour assister aux conférences, pour assister aux sermons et de faire des invocations, des prières, afin d'avoir les mérites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué. Khayrun min alfi shahr, c'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Et nous devons prendre cette nuit de destin comme notre dernière nuit de destin. Ce faisant, nous allons nous aménager afin d'avoir les mérites nécessaires qui en courent. D'accord.
Merci beaucoup à vous. On a passé assez de temps avec vous parce que dans le volet didactique de notre émission, on voulait vraiment expliquer un peu tout ce qui rythme cette nuit de la destinée ou nuit du destin. C'est ce soir sur toute l'étendue du territoire national avec bien sûr en ligne de mire la fête qui va intervenir dans quelques jours sous réserve bien sûr de la décision du COSIM et du CODIS. C'est cela? Effectivement, oui. Merci beaucoup. Merci. Et puis très bonne nuit du destin à vous. Merci. Et puis par anticipation, bonne fête. Merci bien. Et à vous, pareillement, vous êtes invité d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alix, quelques infos avant de... Bien évidemment, quelques informations dans cette atmosphère de bonnes nouvelles que l'on a reçue. On va essayer encore de souhaiter quelques anniversaires. On a eu déjà 3 anniversaires, à Madame Rolande Cagnon, Monsieur Yacouba Bomba et Monsieur Laurent Gbagbo. Alors, on a aussi un 31 mai 1980, Audrey Hurley, né André Jones Andy Hurley, qui est musicien américain. Il est le batteur du groupe Fall Out Boy. Voilà. Et puis, nous avons également Clint Eastwood, acteur charismatique des fameux western spaghetti. Vous vous souvenez certainement de ce fameux film Le Bon, la Brute et le Méchant. Voilà. Clint Eastwood. Avec ses yeux bleus. Vraiment, avec ses yeux, son regard, son charisme et surtout son jeu qui est resté donc dans les annales. C'est un artiste complet que les États-Unis montrent avec fierté dans les fameux westerns qui ont bercé notre enfance. Il est 6h55, mesdames et messieurs. Lui, il berce notre émission à travers ses différents flashs. Surtout les vendredis, il a écouté religieusement l'intervention de l'imam qui vient de partir. C'est Abdoulaye Koné dans le flash, le dernier de cette émission. Dernier flash sur Matin Bonheur de ce vendredi 31 mai 2019. Drame à Budapest, le naufrage d'un bateau de tourisme transportant des vacanciers sud-coréens en Hongrie a fait au moins 7 morts et 21 disparus dans la nuit du 29 au 30 mai. La police hongroise a annoncé l'ouverture d'une enquête criminelle et diffusé des images de la collision d'un bateau de tourisme avec un autre navire de croisière en raison des chutes de pluie abondantes depuis mercredi et depuis le début du mois de mai. Un fort courant agite le Danube, compliquant la tâche des secours et laissant ainsi craindre un bilan plus élevé. Dans un entretien accordé aux Parisiens, le procureur de Paris, Rémi Heitz, assure que certains policiers seront renvoyés devant le tribunal correctionnel d'ici la fin de l'année. Interrogé sur l'écart de traitement qui, d'après certains manifestants, subsiste entre les Gilets jaunes et les forces de l'ordre soupçonnées de violence, le procureur de la ville de Paris invoque le recours légitime à la force dont dispose la police. En Colombie, un ex-commandant guerriero FARC a recouvré jeudi la liberté sur ordre de la Cour suprême en dépit des pressions des États-Unis qui veulent le juger pour trafic de drogue. Jesus Centrich, détenu depuis avril 2018 à Bogota sous le coup d'une demande d'extradition de Washington, a quitté le siège du parquet sous forte escorte. L'ancien chef FARC, aujourd'hui âgé de 52 ans et malvoyant, a toujours clamé son innocence et dénoncé un complot de Washington et du parquet colombien. Avec un poids de 245 grammes, le plus petit bébé du monde est né en Californie. Une césarienne pratiquée au 5e mois de grossesse avait été nécessaire pour sauver la mère et son bébé. Le bébé est sorti de l'hôpital après 5 mois de soins et pour la petite californienne, en tout cas, les choses se déroulent bien pour l'instant. Du sport, du football avec la Copa América touchée au genou. Neymar a préféré écourter mardi dernier son entraînement du jour avec la sélection brésilienne. L'international brésilien a ensuite écarté toute blessure grave à moins de 3 semaines de la Copa América. Lors de la 3e séance d'entraînement depuis son arrivée au complexe de la Granja Comari de Teresópolis, près de Rio de Janeiro, l'attaquant de 27 ans a porté sa main au genou gauche après une frappe de balle, a constaté un journaliste. Il était sorti du terrain en boitant aux côtés du médecin de la Seleção. Et voilà, c'est tout pour ce flash. Je vous retrouve demain à 6h30.
Sacré Neymar. Hein. Ouais, Neymar. Ça devient traditionnel, quoi. Je pense qu'un joueur de football, tout comme dans la vie, on doit avoir une discipline, quoi. À un moment, il faut arrêter Neymar quand même d'être au football et d'aller au carnaval de Rio pendant que ses collègues sont à l'entraînement. Tout ça, sortir la nuit, même si sur le terrain, ça peut passer à un moment, mais le corps peut ne pas suivre, quoi. À un moment, il faut que quelqu'un puisse lui dire. Cela ramène à une hygiène de vie, un peu sportif. Voilà. Quand on voit les grands sportifs comme Cristiano Ronaldo qui enchaînent les performances. Qui ne boit pas d'alcool. Kylian Mbappé, assez sobre, Kylian Mbappé qui compte même ses buts même à l'entraînement. Il faut un peu de discipline quand même. C'est vrai qu'on a le talent naturel, talent inné, mais il faut accompagner ça d'un tant soit peu de discipline. Neymar devrait. Et puis c'est aussi. On espère que Neymar vous entendra. Oui, on espère. On entend de s'y mettre en portugais, en toutes les langues étrangères. On démarre le chinois bientôt. On démarre le chinois. Donc je dis à Neymar, obrigado, merci. Et puis aussi, fais attention, quoi. On t'aime, mais bon, voilà, quoi. Fais comme Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur de tous les temps de football après Pelé. Allez. Merci beaucoup. Je sais que certains ne sont pas d'accord, c'est pas grave. Pelé, soit dit en passant. Pelé, soit dit en passant, qui a naturellement légué l'avenir à Cristiano Ronaldo. À Kylian Mbappé. Faut pas tronquer la vérité. Mbappé qu'on salue. Il faut qu'il gagne aussi des coupes. Ah, mais après la Coupe du Monde, bien sûr, avec son club. Le PSG, on a vraiment besoin pour effacer les différences spectre remontadique. Ce matin, mon heure, mesdames et messieurs, après le dernier flash de notre Abdoulaye Koli national, nous allons parler avec notre Delors Inabo national. Maintenant, nous allons parler des festivals. Ça sent les vacances. C'est le dernier jour du mois de mai. Juin commence demain avec beaucoup de plaisir. Exactement 21 émissions, c'est cela. Ça sera fini. Non, 20. Et puis, c'est fini aujourd'hui. Dans 20, voilà. Il reste 20 émissions. Vraiment, c'est avec un pincement au cœur qu'on va vous quitter. Si ça ne tenait qu'à nous, on serait resté encore jusqu'en septembre. Mais bon, vous savez, à un moment, il faut savoir écouter les signes de son corps et de son cœur. Delors Inabo dans notre cœur sur ce plateau qui va nous parler des festivals. Qui fait quoi? On va passer au crible la gestion et les profits tirés d'un festival. On y va. La fête de la musique a pour vocation de promouvoir la musique. Elle encourage les musiciens amateurs à se produire bénévolement dans les rues et espaces publics. Grâce à l'organisation de nombreux concerts gratuits d'amateurs mais aussi de professionnels, elle permet à un public large d'accéder à des musiques de toutes sortes et d'origines diverses. Pour comprendre le point de vue de ceux qui innovent au service des festivals, il existe de nombreux festivals de musique. Certains sont devenus des références. Organiser un tel événement nécessite une bonne préparation en amont. Allons-y comprendre. Oui, il y a un processus parce que d'abord, le promoteur va contacter le staff managérial si l'artiste a un staff ou s'il est un seul manager, voilà, qui est contacté par le promoteur. Et le manager maintenant vient voir l'artiste et lui dit, bon voilà, j'ai signé tel contrat ou tel contrat, voilà, tu dois aller prester. C'est d'abord préparer le terrain technique avec du matériel adéquat, sono, podium, lumière, sécurité. Et à partir de cet instant, si ces 4 chapitres sont bouclés, on peut tout de suite dire qu'on est prêt pour faire un festival. Il faut maintenant par derrière faire la communication pour informer les uns et les autres qu'à telle date précise, nous ouvrons les portes de ce festival pour permettre évidemment aux mélomanes et aux acteurs de musique de venir prendre part. Quand il y a un festival, je dois assurer le show. Ça, c'est d'abord le pourquoi j'ai été choisi pour ce festival. Donc, j'ai un staff managérial qui s'occupe de positionner les différents sons pour que je puisse prester et égayer les invités, le public, tout le monde. Il est évident que pour les festivals, se différencier les uns des autres est primordial. La programmation joue certes un rôle, mais à la vue de quelques études, force est de constater que les goûts musicaux des publics des festivals ne sont pas segmentés et ne se concentrent pas sur un genre musical unique. D'autant plus que les publics des festivals se renouvellent lors de chaque édition, les communautés sont différentes d'une année à l'autre. En plus des artistes présents, c'est la qualité du temps sur place qui prime chez le public. Souvent, on n'est pas d'accord avec le staff managérial parce que ils nous disent souvent, voilà, vous montez, ils nous demandent trop de choses. Vers la fin, on ne s'entend pas. Souvent, si on doit faire 3 chansons, on nous dit non. Voilà, on est arrivé, comme le connaît le monsieur, faites 6 chansons. Entre nous-mêmes, vraiment, on n'a pas de, soi-disant, on n'a pas de problème. Parce que déjà, on fait déjà un briefing.
avant de pouvoir se mettre en truc. C'est quand il y a des événements qui sont organisés d'ailleurs. Et puis tu viens nous rejoindre ici. Et c'est là qu'on a souvent des problèmes. Et quand je m'exprime à ce que je vais dire par là, c'est-à-dire qu'un promoteur qui t'a peut-être en dehors de Bassam, il vient organiser son événement ici. Souvent, il n'associe pas les gens de Bassam, les gens du département à la chose. Et quand c'est comme ça, on est beaucoup frustrés. Et puis, on ne participe pas à l'événement, en fait. On ne s'y rend pas là-bas, on ne communique pas dessus. Oui, effectivement, il y a avant-préparation, pendant et après. L'avant-préparation, c'est le repérage d'abord du site. L'avant-préparation, une fois que le site est repéré, c'est de pouvoir prendre des dispositions logistiques pour permettre à ce que le festival puisse avoir lieu. Pendant, c'est qu'on est dans le feu de l'action. On fait tout pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de raté, soit au niveau de l'éclairage, ni au niveau du son et de la sécurité. Et après, c'est de faire un compte-rendu. De faire un compte-rendu pour permettre à ceux qui n'ont pas assisté au festival de venir soit l'année prochaine ou le jour d'après pour venir assister. Donc, évidemment, la production d'un festival, c'est avant, pendant et après. Mais à chaque étape correspond ce qu'il faut faire. Producteurs, organisateurs, promoteurs, sponsors, etc. sont dans une phase de transformation numérique. Des nouvelles technologies et de l'information sont partie prenante de l'expérience du festivalier, nouveau cœur de la bataille pour acquérir et conserver le public. Et voilà, de retour sur le plateau de la matinale après cette capsule illustrative de notre thème Festival de musique qui fait quoi, qui gagne quoi. Nous sommes donc en compagnie du sieur Delors Inabo qui vaut de l'or pour nous. Bonjour. Bonjour Alex, bonjour Marcel. Bonjour. Alors, on parle aujourd'hui des festivals. La première question, sur quelle base se fonde-t-on pour créer ou initier un festival? Merci pour ta question, Alex. Cette question m'impose de définir déjà ce qu'on entend par festival. Alors, le festival, il faut retenir que c'est une manifestation à la base à caractère festif qui a pour vocation d'œuvrer à la promotion d'un événement bien précis. Ça peut être la gastronomie, le théâtre, le cinéma, la danse, la lecture, la littérature et autres. Voilà. Et il faut retenir qu'en plus de ça, il y a un caractère périodique qu'il faut greffer à cette définition-là. Alors, toute manifestation à caractère technique et, disons, festif, portant sur les éléments que je viens de citer et qui ont une certaine récurrence dans le temps, soit annuellement, soit biannuellement, etc., à le qualificatif de festival. Okay, voilà un peu maintenant pour revenir à la réponse de la question en tant que telle. Historiquement, les festivals étaient créés ou du moins mis sur pied par des personnes d'une certaine notoriété et d'un certain contenu en banque assez consistant. C'était les riches qui organisaient les festivals. Voilà. Et maintenant, oui. Woodstock, c'est pas des richesses. Non, initialement, le tout premier festival, enfin qui s'entend dans la définition que je viens de donner là, a été organisé à Orange en France au 19e siècle, en début du 19e siècle. Okay? C'était justement pour favoriser un certain regroupement autour d'une certaine bourgeoisie et c'était un festival qui portait sur le théâtre. C'est après que les choses se sont diversifiées. Tous les autres gens que j'ai énumérés tout à l'heure sont venus se greffer. Maintenant, bien sûr, il y a des organisations associatives maintenant, des entreprises en événementiel et autres qui sont venues rentrer dans le mouvement. Mais sinon, à la base, c'était justement ce genre de personnes. Il y a parfois même des accidents. Je parlais de Woodstock parce que c'est des choses, des ballons d'essai comme ça, on fait lors d'une fête et après, on en redemande et après ça devient quelque chose d'immense et ça reste. Tout le monde a en mémoire le fameux Woodstock. Alors la question, on a donné maintenant le pourquoi, le comment, la fondation du festival. Maintenant, quelle est la nomenclature au niveau organisationnel, si on peut s'exprimer ainsi, d'un festival? Il y a qui dedans? Qui fait quoi? Il y a le propriétaire, on a dit, il peut être fortuné ou bien ça peut être ponctuel. Oui. Après, il y a qui d'autre? Déjà même que dans cette question, il faut donner une réponse qui varie selon l'environnement dans lequel on se trouve. Parce que les festivals tels qu'organisés en Afrique n'ont pas forcément la même alchimie que ceux organisés en Europe. Ici, malheureusement, et je vais le décrier d'entrée de jeu, nos festivals sont devenus des foires
aux politiques. Et je le dis pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez le festival de la bonne bouffe d'Issia, le festival de la bonne bouffe de Guibérois, le festival de la bonne bouffe de Gagnoa, le festival de la bonne bouffe de Yamsokro. En fait, c'est du copier-coller juste pour faire la promotion des acteurs politiques locaux. Ça, c'est pas du festival, c'est des prolongations de meetings. Ce que nous devons définir par festival obéit à une architecture, comme tu dis, particulière. Il y a l'organisateur qui n'est pas forcément politique et qui n'est pas forcément entité décentralisée. Autrement dit, quand je dis le festival de la culture chansonnière d'Issia, ce n'est pas obligatoire que ce soit la mairie d'Issia qui en soit l'instigatrice. Vous comprenez? Ça peut être Delors Inabo avec ses collègues Marcelin et Alice, enfin ses amis Marcelin et Alix qui organisent un truc. Seulement, tout va dépendre de la manière dont le festival en soi est financé, parce que tout part de là. Alors, il y a 3 grandes branches de financement pour les festivals. Il y a premièrement les ressources propres, dites internes, basées autour de la vente, du merchandising, de la billetterie, de tous les petits gadgets qu'on peut organiser autour pour vendre, etc. Tout ça, ce sont les ressources propres aux organisateurs. Ensuite, il y a les ressources dites publiques, parce qu'il le faut que tout festival organisé sur le territoire ivoirien reçoive, c'est juridiquement inscrit dans notre texte législatif, il y a des budgets qui sont alloués à la promotion de la culture locale et nos conseils généraux doivent financer les festivals qui par leur sérieux se démarquent pour la promotion de la culture. Ça, c'est la deuxième voie de financement. Et la troisième voie de financement, c'est le mécénat d'entreprises. Il y a des entreprises qui viennent en tant que partenaires, en tant que sponsors. Alors voici les 3 canaux principaux de financement. Quand on sort de ce cadre-là et qu'on organise un festival dont le financement complet se retrouve dans les poches d'un homme politique, ce n'est plus un festival, c'est une prorogation, comme je dis, de meeting politique. Et il faut faire la différence. Il faut vraiment dissocier les choses. Alors, la plupart des festivals, pour recentrer sur nos cieux ici, sont gratuits. Oui. Donc, la vocation lucrative n'intervient pas en tant que telle. Alors, c'est ce que ça peut laisser penser, mais ce n'est pas vraiment la réalité. Alors, je vais ce matin particulièrement parler du FEMUA. L'accès au FEMUA est gratuit. Okay? Mais ce n'est pas de la philanthropie que font les promoteurs de ce festival. Ils ont de l'argent, ils font de l'intérêt. Pourquoi je le pense? Parce qu'ils font des dépenses, et ce sont des dépenses énormes. Pour quiconque a déjà été au FEMUA, déplacé de grands médias internationaux comme la chaîne de radio et de télévision française, que je ne citerai pas, déplacer toutes ces sommités, nous voyons en termes de logistique ce qui est mis en œuvre. Bon, cet argent-là quitte quelque part. Alors, maintenant, le promoteur, il a à l'idée non seulement de donner un service de qualité, mais aussi de vivre, parce que son événement est institutionnalisé aujourd'hui. Il y a des gens qui travaillent à plein temps pour Gao Productions. Mais à ce niveau-là, j'ai envie de vous arrêter parce que c'est fait de telle sorte que ce soit à but social. Il y a des actions sociales. Ça, c'est la finalité. Oui. Voilà, c'est la finalité. C'est ce qu'on veut laisser comme impact après avoir organisé. Mais quand on organise, il faut bien vivre. C'est justement à ça qu'est liée la question même de la pérennité de l'événement en soi. Il faut qu'il loue ses locaux, il faut qu'il paye ses travailleurs, il faut qu'il paye ses taxes. Vous voyez? Donc, si on admet qu'il fait tout ça pour après faire des écoles, etc., tout ça, c'est bien. C'est ça même la finalité de telle manifestation. Mais après, il faut bien que lui aussi vive. La pérennité de son événement dépend de ça. Alors, quand il va monter le dossier de son activité et qu'il va solliciter l'aide publique et le mécénat privé, bien sûr que dans les cotations qu'il va adresser à ces différentes institutions, il y a la part d'organisation, mais il y a aussi une part qui lui revient à lui en tant que promoteur de l'événement. Il va sécuriser une partie pour sa suivi aussi. Tout à fait. Demain, et ça, c'est le côté préparation, intelligence de l'organisation. Parce que dès lors qu'on a la première édition et qu'on a une vision pour pérenniser, il faut trouver dès à présent, comme on dit en philosophie, les moyens pour être indépendant après. Parce que c'est ça la finalité. Mais bien sûr. Et puis, vous savez, le FEMUA, j'insiste dessus ce matin parce que c'est un modèle de réussite en la matière. Ayons le courage de le dire. Et même dans le monde. Et même dans le monde. Pourquoi je le dis? Parce que voici un événement
qui n'est pas lié à des apesanteur politiques. Ce que je suis en train de dire... On n'en sait rien. Hein? Non, pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Je viens. Pourquoi je le dis? Parce qu'il ne date pas de la mandature actuelle du président actuel. Okay? Le FEMUA existait bien avant la survenue du président actuel. Mais en termes de qualité, rien n'a changé. Nous connaissons Assalfo et ses méthodes. Nous voyons au contraire qu'il gagne en professionnalisme. Et dès qu'il termine une édition, dans les semaines qui suivent, nous voyons les membres de sa team mener des réunions, déjà faire le bilan de ce qui est passé, tirer les grandes leçons et jeter les bases de l'édition à venir. C'est à cela qu'on reconnaît le professionnalisme. Et quand on travaille comme ça, on est forcément abstrait aux apesanteur politiques. Tout à fait. Et professionnaliste. Voilà, et c'est ça qui justement incite le mécénat d'entreprise à venir dessus. Cette grosse boîte de communication qui a pris l'événement, je puis vous assurer que le divorce, c'est pas pour demain. Normalement. Voilà, le divorce, c'est pas pour demain. Quand on voit tout ce qu'il y a comme, j'ai envie de dire, énergie déployée dans les techniques de communication, dans les campagnes de promotion, quand on voit, j'ai envie de dire, le degré de notoriété des artistes qui sont invités à ce festival, quand on voit derrière l'impact sociétal, ces écoles qu'on crée, ces ambulances qui sont offertes à des hôpitaux, quand on voit toute cette, j'ai envie de dire, dynamique se mettre en œuvre, on comprend qu'on a en face de nous des professionnels qui maîtrisent le métier et qui agissent dans le sens de sa pérennisation. J'ai envie de vous arrêter pour vous poser une question concrète et simple. Pour organiser un simple spectacle à Abidjan, en Afrique, hein, c'est la croix à la bannière. Vous le savez parce que vous-même vous organisez des spectacles. Est-ce qu'il n'y a pas une mafia dans l'organisation des spectacles et surtout des festivals? Parce que quand on voit les moyens dont dispose Assalfo aujourd'hui, pourquoi c'est lui seul qui peut bénéficier de ces moyens? Ce n'est pas forcément à cause de son professionnalisme. Il y a d'autres dossiers. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dossiers qui sont torpillés alors que les idées sont bonnes? Est-ce que ce n'est pas une mafia? Regardez-moi dans les yeux pour non, en tout état de cause, je parle ici comme je pense à la maison. Il n'y a aucun secteur d'activité où l'argent règne qui ne comporte pas sa propre dose de mafia. Aucun. Par contre, ce qui est choquant, c'est quand on a affaire à des gens qui ne valent rien et qui continuent d'occuper le top en termes de positionnement pour les questions de financement. Mais quand on regarde Assalfo et le travail qu'il fait, on est convaincu que ce monsieur, derrière, a une machine solide en termes de professionnalisme. À ce niveau-là aussi, parlant de mafia, moi je pense que c'est un peu trop dire. Il y a un lobbying aussi qui est fait. C'est ça même la mafia, parce que dans le lobbying, il y a une réputation qui précède. Le lobbying, on ne voit pas les visages qui agissent. La connexion, c'est du réseautage. Voilà, on ne voit pas les visages qui agissent, mais on sait qu'il y a de l'action. C'est ça le souci, en fait. Pourquoi l'Afrique, on aime toujours couver ça de choses mystérieuses? Aujourd'hui, quand Assalfo veut obtenir quelque chose de la première dame, il l'obtient. Alors vous allez me dire pourquoi Assalfo... Mais il y a une confiance au vu de ce qui est déjà fait. Au vu de ce qui est déjà fait. Mais dans ce pays, il n'y a pas qu'Assalfo qui fait bien les choses. Moi, je vais vous dire, tout dernièrement, il y a quelques 2 ou 3 semaines, il y a eu un festival à Monaco, qui s'est tenu à Monaco, un festival de charity cinéma, où justement, il y a l'acteur Guy Kalou et son épouse qui a écrit leur dernier film, Camissa, qui ont été primés. Alors, ces gens-là, comment ils sont allés en France? 105 francs comme soutien. Comment ils sont arrivés là-bas? C'est eux seuls qui savent où ils ont dormi, qu'est-ce qu'ils ont mangé, personne n'en sait rien. Ils vont, ils remportent un prix et ils reviennent au nom. Mais bien sûr, d'autant plus que sa femme était la seule personne de couleur noire et d'origine africaine parmi ce gratin de personnalités de ce monde. Ils sont partis, mais quand ils reviennent, tu vois sur la toile une floraison d'articles qui parlent de l'acteur ivoirien, la scénariste ivoirienne, mais bien sûr, il faut qu'on passe à une autre étape où le mot ivoirien n'est plus qu'un sticker. Pour vous arrêter, Adrienne Couton a eu un magnifique prix, c'était en Afrique du Sud, et quand elle est arrivée, c'est 3 mois après qu'il y a une personnalité, par hasard,
c'était, je dis, il faut dire la réalité, c'était Mme Henriette Dagré-Diabaté qui a dit, mais ça c'est une avancée pour la femme qui l'a reçue personnellement. À l'époque, quand elle a reçu le prix, c'est la seule personnalité qui lui a dit, ah mais félicitations. C'est dire aussi que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de persévérance et de couleuvres à avaler. Oui, tout à fait, parce que moi je devine bien, c'est vrai que ce matin je cite Assalfo en exemple, peut-être qu'il a fait un coup de maître dès le premier coup, mais je devine bien les difficultés auxquelles il a lui aussi été confronté. Quand on fait une fois avec difficulté et qu'une personne, aussi minime soit-elle, nous accorde sa confiance, il faut qu'on démontre un maximum de respect et de professionnalisme vis-à-vis de cette confiance-là. C'est ce qui va amener d'autres personnes. Non, je m'excuse, je parle aussi par rapport aux organisations, aux sociétés. Est-ce qu'il n'y a pas des sociétés? Parce qu'il y a des sociétés qui sponsorisent toujours la même personne, que le projet soit bon ou pas. C'est ça aussi. Marcelin, pendant qu'il y a des gens qui sont pétris d'idées. C'est malheureusement vrai. En fait, c'est malheureusement vrai. Moi, en tant que professionnel de l'industrie de la production, j'ai lu des tonnes de projets. Et je vous dis la vérité, je vois des projets sponsorisés, mais qui sont, je dirais pas nuls, mais vides. Qui sont vides. En comparaison à d'autres projets pour lesquels je vois les promoteurs trimer sans avoir la moindre confiance de qui que ce soit. Ça, mais le monde, ce milieu-là est ainsi fait. Il y a un festival, le festival des Grillades qui réussit pas mal. Oui, avec Mme Koné. Oui, avec qui réussit pas mal. Et tout le monde va copier, même en Afrique, dans d'autres pays. Oui, mais encore que, parlons même de pertinence, d'originalité et autrement. Par exemple, on a montré un monsieur tout à l'heure dans l'élément qu'on appelle Charlie Billet, qui organise le LF Festival d'Adiaké. Alors, Marcelin, Adiaké, tu as une fois dormi à Adiaké? Oui, l'année passée. Voilà, c'est moi qui ai animé l'ouverture. Mais si c'est un événement, si bien que tu te souviens même avec précision de choses, mais il y a toute cette richesse culturelle-là dans le pays profond. Il y a des gens qui font des efforts pour organiser les choses là-bas, mais qui va les accompagner? Personne ne les accompagne. Vous comprenez, personne ne les accompagne. Ils en sont à demander de l'aide. Ils font de belles choses, mais aucune caméra ne les suit, aucun partenaire, aucun mécène ne va vers eux. Alors, ces gens-là, ils sont plus nombreux que les quelques 1-1 qu'on voit ici à Abidjan, meubler le palais de la culture à toutes les époques et autres. Vous voyez? Et il y a cette disparité-là qu'il faut corriger. Il y a cette disparité qu'il faut corriger, c'est important. Et bon, si on peut avoir de tels plateaux pour attirer l'attention des décideurs, tant mieux. Et à ce niveau-là, parlons toujours des festivals décentralisés dans nos différentes localités. Le but, c'est faire la promotion, bien sûr, de nos richesses. Et à long terme aussi, ouvrir un champ de visiteurs extérieurs. Ce qui est drôle, c'est que vous prenez un festival comme le Festival des masques, mais c'est à Yopougon. Des masques de l'Ouest. Des masques de l'Ouest, merci. Mais c'est à Yopougon, au complexe Jesse Jackson, qu'on fait ça. Alors, vous voyez, quand je parle de prorogation de meeting, le gars qui finance, il n'a pas envie d'aller au village parce que là-bas, on ne le verrait pas à la télé. Abidjan ne saurait pas qu'il mousse, comme on dit dans sa localité. Donc, il déplace les masques, les masques de l'Ouest pour les amener à Yopougon. Et c'est au complexe qu'on fait courir les masques. C'est une aberration. On a vu des images de masques qui regardent la télé. Effectivement, c'est ça qui doit changer. Moi j'aimerais qu'on s'adresse aussi aux politiciens qui de plus en plus passent par les festivals pour faire leur promotion. Ça devient des caisses de résonance. Ça tue la politique. Ça tue la politique. Ça tue la politique, quoi. Il faut laisser chacun dans son métier. La tradition à la tradition. L'identité intrinsèque de chaque chose. Il y a des politiciens même qui cherchent même des spectacles, des concerts pour prendre des photos. C'est pas le... Tout à fait. On a besoin de sur d'autres terrains pour le bien des Ivoiriens. Il ne faut pas non plus aller faire acte de présence. C'est-à-dire que même si on s'est déplacé pour aller à Issia, pour voir les petits danseurs d'Issia lors d'un festival, bon, il ne faut pas juste venir pour ça. Après, ces gens-là, ils vivent. L'organisation qui est derrière doit vivre. Tout ce qui en tout comme itinérant. Parce que c'est une date dans l'année, mais tous les autres jours, il faut vivre. Ils vivent. Il faut payer Donc, il faut plutôt mettre en marche, il faut plutôt soutenir des projets culturels locaux. C'est des projets culturels locaux. Il faut des fonds de soutien à ces actions-là pour leur assurer la meilleure pérennité possible. Est-ce qu'au ministère de la Culture, il y a des choses qu'on fait pour aider
le festival? Surtout que c'est le ministère de tutelle, le premier ministère avec le tourisme aussi. Je ne dirais pas oui, parce que je n'ai pas pareille information. En même temps, je ne suis pas, je l'avoue, le plus informé ni le plus introduit, mais je n'ai aucune information relative à une politique vraiment généralisée. Alix, on va organiser un soutenir... spectacle, le festival des arts du matin. Et si par exemple on fait un dossier qui est bien, quelle est la procédure administrative pour que ce dossier-là soit vraiment sponsorisé? Pour ceux qui nous regardent par exemple, quel est le dossier? Bon, après les procédures sont toutes les mêmes. Déjà informer le ministère de tutelle. De l'intérieur, de la culture? Non, de tutelle, de la culture d'abord. Voilà, de la culture principalement. Ensuite, si ce festival-là a une vocation de mise en valeur territoriale, vous informez ou vous saisissez aussi le conseil régional du ressort duquel relève l'activité en question. À côté de cela, vous pouvez maintenant aller démarcher les opérateurs économiques en bien sûr montant un dossier qui leur montre à eux-mêmes l'intérêt, la pertinence qu'ils auraient à vous suivre sur ce projet. Après, il faut étudier et puis décider. C'est peut-être là qu'interviennent les génies dont vous parlez, ceux qui sont tapis dans l'ombre qu'on connaît partout et à qui on ne dit jamais non. Oui, il ne faut pas sponsoriser ça là. Non, lui là, ou bien on les appelle même. Ils sont partout aussi. Il y a la recrudescence même à la radio, à la télé, partout. Mais quand on veut copier sans contenu, il y a beaucoup de propositions. Il y en a trop, des fois, sans base. On me parle de festival des grillades. Là, je suis en train de lire certains panneaux, je vois festival de la loco. En fait, tu veux nous faire un festival de grillades sans l'appeler festival de grillades. Je suis désolé pour les promoteurs, mais moi, je critique ça. C'est le moment aussi, c'est le lieu de dire aussi qu'il faut protéger tout ça. Il faut protéger tous ces... Aujourd'hui, on protège, mais on n'a qu'à changer les noms pour nous permettre de refaire la même chose, de refouguer un truc moyen. Il y a un festival qui m'a fait du bien, qui a fait plaisir. Non, c'est pas Abirigué. Il y a Abirigué qui est bien aussi. Il faut que ce soit régulier aussi déjà pour tous ceux qui aiment cette musique. Et puis il y a le festival Les Goûters de mon enfance de Mme Bongo, Tatiana. Un magnifique moment également. La Côte d'Ivoire, des choses inédites. Des choses inédites. La Côte d'Ivoire regorge d'énormes potentialités, mais il faut une certaine démocratisation dans l'accompagnement financier. C'est pas parce que c'est Marcelin qu'on va tout de suite sponsoriser. Voilà, il faut aider tout le monde de façon démocratique et que les hommes politiques s'éloignent des festivals pour que ce soit vraiment clair. Joyeux anniversaire à Gouré Alain Christian qui a 6 ans, le fils d'une collègue du son qui est toujours avec nous à la matinale du côté de la Riviera Palmeraie. Et vive les festivals. Ciao, ciao.